Toutes les Farmall Cub restaurées ne restent pas immobiles sous un abri, comme des pièces de musée. Celle-ci retourne encore la terre avec sa charrue. Une vieille machine agricole ne reprend vraiment vie que lorsqu'une personne la remet au travail pendant la saison. Elle doit voir précisément le rang de pommes de terre, ou lier le sorgho en botte régulière, ou maintenir une arracheuse de pommes de terre exactement dans sa ligne. Une peinture neuve ne prouve encore rien. La terre doit toujours se retourner derrière les roues. Le travail doit continuer, rang après rang, au lieu de s'arrêter dans une cour, mais une machine exige encore davantage. La barre de coupe, le batteur et les grilles doivent fonctionner ensemble. Le grain doit aussi traverser toute la machine avant que la récolte ne se termine. Vous allez comprendre pourquoi ces anciennes conceptions méritent encore d'être conservées et remises au champ. La Farmall Cub est un petit tracteur conçu pour les cultures en rang. Elle n'a pas la force de traction d'un gros tracteur. Pourtant, le conducteur voit le rang entier, juste devant lui, sous le nez de la machine. International Harvester a décalé le moteur de la Cub vers la gauche. Le siège du conducteur et le volant sont placés vers la droite. Cet agencement porte le nom de Cultivision. Il ouvre une vue directe sur le rang. L'outil doit passer près des plantes sans atteindre leurs racines. Le conducteur n'a pas besoin de se pencher au-dessus du capot pour deviner où passe la charrue. Vers 1947, la Farmall Cub apparaît aux États-Unis. Elle sert les petites exploitations qui doivent travailler entre les rangs de légumes. Là, elle remplace une partie de la traction animale sans masquer les rangs devant le conducteur. Une peinture neuve ne suffit pas à prouver que ce tracteur reste utile. La vraie épreuve se déroule au champ. Une Farmall Cub restaurée retourne labourer des pommes de terre. La charrue grince dans la terre humide, juste derrière les roues arrière. Le conducteur garde encore le bord du rang dans son champ de vision. Un tracteur plus grand emporte souvent cette visibilité que la Cub conserve. Ce décalage répond à un besoin très concret. Il aide la main du conducteur à maintenir l'outil près du bord du rang. La restauration n'est terminée que lorsque la Cub traverse le rang de pommes de terre sans blesser les plantes. La Farmall Cub n'a pas besoin d'être plus grande. Elle doit permettre au conducteur de voir exactement le rang qu'il suit. En Alabama, une lieuse doit accomplir une tâche plus difficile. Elle doit couper le sorgho, le rassembler, puis faire son nœud avant que le tracteur avance de quelques mètres. Une McCormick Deering's Corn Binder, datant d'environ 1934, reçoit des tiges de sorgho. Elle tombe derrière elle en botte régulière, déjà serrée et liée par une ficelle. Près de Decatur, en Alabama, l'acheteur découvre cette lieuse exactement là où elle avait autrefois travaillé dans les champs, vers juillet 2011. Il commence à démonter ses éléments en bois pour la sauver. À l'arrière, le noueur doit transformer les tiges déjà réunies en une botte solidement entourée de ficelles. Toutes les parties en bois doivent être remplacées. Les planches du dessus se brisent lorsque les boulons sont retirés. Le restaurateur utilise les morceaux restants comme modèle, puis il refabrique chaque élément dans le bois. La roue d'entraînement a pris du jeu. Un roulement est cassé, s'est crassé et la bague du moyeu est usée. Il faut refaire cette bague. Le support du roulement doit aussi être réparé avant de pouvoir remonter la lieuse en suivant son manuel. Le travail semble terminé, puis tout s'arrête au niveau du noueur. Au début, les nœuds ratent. Le manuel précise que certaines pièces doivent être parfaitement propres, sans peinture ni rouille. La peinture fraîche doit être retirée pour rendre les surfaces entièrement nettes. Après cela, la lieuse ne rate plus aucun nœud lors des utilisations suivantes. À l'automne, la machine coupe du sorgho avec une Farmall hache. Les bottes attendent d'être ramassées puis pressées pour en tirer le jus destiné à la mélasse. Lorsque la barre de coupe glisse au ras des tiges, le noueur claque sèchement. Ce bruit confirme que toute la chaîne fonctionne encore ensemble. Un seul nœud manqué rend inutile tout le travail accompli avant lui. Couper tout le champ ne suffit pas. La lieuse doit faire son nœud. Vers 1963, une Fordson Super Dexta arrive dans une ferme familiale. Cette ferme se trouve sur l'île d'Anglesey, au pays de Galles. Un garçon qui vient de quitter l'école pose son cartable. Il attend d'entendre le moteur démarrer. Quelques minutes plus tard, son père met le tracteur en route et le laisse traverser le champ. Environ une semaine plus tard, la Super Dexta tire une charrue jusqu'à un concours local. Le garçon revient avec une médaille à Anglesey. Un sillon droit et régulier montre que le conducteur maîtrise le tracteur et sa charrue. Cette Fordson lui ouvre cet univers, puis elle accompagne sa famille pendant de nombreuses saisons de travail. La Super Dexta a servi à presser le foin dans les champs. Plus tard, elle est descendue dans l'étable pour déplacer le fumier.
Le fumier attaque les panneaux de carrosserie. Chaque démarrage devient plus difficile que le précédent. Le propriétaire envisage alors de monter un moteur de remplacement. Mais lorsqu'il démonte le groupe d'origine, presque toutes les pièces susceptibles de s'user le sont déjà. Le travail dure plus longtemps que prévu. Il choisit pourtant de refaire le moteur d'origine. Cette décision ne rend pas le chantier plus court. Elle préserve une grande partie de l'histoire du tracteur que son père utilisait autrefois. Les pièces neuves remplacent celles qui doivent l'être. Mais le groupe mécanique d'origine maintient la Super Dexta dans son travail agricole. Des décennies plus tard, le propriétaire conduit toujours cette Dexta. Sa valeur se mesure encore au champ, sur un sillon droit et régulier. Avec la Super Dexta, un moteur usé peut encore être sauvé par la patience. La John Deere 45 pardonne moins. Une chaîne d'élévateurs à grains cassés suffit à faire sortir une moissonneuse-batteuse du champ. Une seule chaîne d'élévateurs à grains cassés peut immobiliser la John Deere 45. Cette moissonneuse-batteuse de céréales s'arrête alors en pleine récolte. Cette chaîne fait monter le grain vers la trémie. Un collectionneur achète cette John Deere 45 après des années passées dehors. La machine démarre encore, mais le radiateur est défaillant. Les conduites de refroidissement fuient. Une pièce du système d'allumage doit être remplacée. Les pignons et les chaînes sont eux aussi fatigués par le temps. Le propriétaire remet la barre de coupe en état, traite les panneaux de carrosserie et répare chaque élément nécessaire. Il ne masque pas toutes les traces de rouille. Il conserve la plupart des pièces d'origine. Son but est de ramener la John Deere 45 au champ. Là, une moissonneuse-batteuse doit réellement traiter le grain. Au début du mois de juillet 2008, la machine est prête. Elle participe à la parade de Pioneer Day à Aberdeen, dans l'Idaho. La parade n'est qu'un premier essai. Le propriétaire veut emmener la John Deere 45 dans les parcelles. Veut la voir à côté des moissonneuses-batteuses modernes qui récoltent déjà. La machine coupe une partie des céréales et fait monter le grain dans la trémie. La John Deere 45 se place alors à côté des machines modernes. C'est exactement ce que son propriétaire espérait. Puis la chaîne d'élévateurs à grains casse. Le bruit régulier de la chaîne, à l'intérieur de la machine, s'interrompt brutalement. La moissonneuse-batteuse peut encore avancer, mais le grain ne peut plus monter jusqu'à la trémie. Toute la récolte s'arrête sur une petite section de chaîne. Les pièces pour une vieille moissonneuse-batteuse ne sont pas disponibles immédiatement. Lorsque la pièce de remplacement arrive enfin, la récolte est terminée. La photographie que le propriétaire voulait prendre doit attendre la saison suivante, en pleine récolte. La limite de la John Deere 45 apparaît dans une seule chaîne. Le grain ne peut plus avancer d'1 mètre. La David Brown 990 dépend elle aussi d'une trajectoire précise. Mais, pendant la récolte des pommes de terre, l'erreur commence dans la butte, devant les roues du tracteur. La terre vibre sur le tapis séparateur. La David Brown 990 Selectomatic tire une Ransom's Potato Hoover, une arracheuse de pommes de terre. Pourtant, les pommes de terre ne remontent pas toutes seules, hors de la butte. Sur un outil tracté derrière un tracteur, le soc arracheur est le premier élément qui rencontre la ligne de terre. La trajectoire choisie par le tracteur devient donc celle que toute la machine doit suivre sans dévier. Cette David Brown 990 vient d'être entièrement restaurée. Son premier vrai travail ne se déroule pas dans une cour. Dans une parcelle de pommes de terre, le soc doit passer sous le rang de tubercules. Ensuite seulement, le tapis séparateur peut dissocier la terre de la récolte. La Ransom's Potato Hoover travaille très bas, au plus près du sol. Le soc soulève ensemble la terre et les pommes de terre vers le tapis séparateur. La terre retombe entre les barreaux. Les tubercules continuent vers l'arrière pour être regroupés. Toute cette chaîne ne peut commencer que si le tracteur place l'outil exactement sur le bon rang. Le premier rang fixe la position du soc, du tapis séparateur et de la zone de regroupement qui suit. Un tracteur remis à neuf n'a de valeur que si tous ces éléments rencontrent la bonne partie du sol. La David Brown 990 n'arrache pas directement les pommes de terre, mais elle tient la ligne de traction. Ainsi, la Potato Hoover rencontre la bonne partie de la butte. Les roues avant ouvrent la voie. Les roues arrière passent ensuite. L'outil derrière doit rester sur cette même ligne. Un rang oublié ne peut pas être repris une fois que la machine a quitté la parcelle. C'est la véritable épreuve d'une restauration. Le tracteur doit faire davantage que démarrer et tourner régulièrement. Il doit maintenir un outil de travail stable. La terre, les racines et les pommes de terre traversent alors le soc. La terre vibre sur le tapis séparateur.
Les pommes de terre frappent doucement les barreaux métalliques. Ce rythme change dès que la ligne de terre ne passe plus au centre de la machine. Dans une parcelle de pommes de terre, la règle est simple. Les tubercules ne remontent que lorsque les roues du tracteur tiennent exactement le rang. Un sillon droit ne dépend pas de l'âge d'un tracteur. Il dépend de la force de traction qui parvient encore jusqu'au sol. C'est ce que le Nebraska Tractor Test Laboratory vérifie. Le Massey Ferguson MF35 Diesel participe à l'essai 744. Il s'agit d'un laboratoire indépendant. Il mesure la traction, la puissance et la consommation. Il ne juge pas l'apparence d'une machine. Le rapport indique que le MF35 est un modèle de série. Il est préparé selon le manuel d'utilisation. Les lubrifiants, le carburant et l'entretien doivent suivre les prescriptions du constructeur. Le tracteur est aussi mis en température par un travail de traction avant les mesures principales, à la prise de force. Le tracteur transmet son énergie à l'outil situé derrière lui. Le MF35 est relié à un appareil qui applique une charge. Cette charge augmente jusqu'à la vitesse prévue par le constructeur. La consommation est ensuite relevée à plusieurs niveaux de charge. L'essai de traction est encore plus exigeant. Le MF35 roule sur une piste comportant 2 virages en sens opposé. Les rapports dont le patinage des pneus est trop important peuvent être écartés du tableau des résultats. Un résultat n'a de sens que lorsque les roues arrière transmettent encore l'effort au sol. Voilà la différence entre un tracteur qui démarre et un tracteur qui peut encore travailler. Les MF35 remis en état pour labourer doivent répondre à la même question. Au champ, aucun cadran de charge n'est posé à côté du conducteur. La charrue doit descendre de manière régulière. La terre doit se retourner en bande continue. Le conducteur doit garder son cap lorsque la charge change d'une partie de la parcelle à l'autre. L'essai 744 ne transforme pas le MF35 en légende grâce à un seul chiffre. Il montre comment un tracteur de série réagit sous charge. Ces mesures restent proches de ce que le travail du sol exige réellement. Le Nebraska mesure le MF35 sur sa piste d'essai. La Fordson qui suit affronte une autre épreuve. Après l'effondrement d'une grange, elle doit encore labourer et entraîner une batteuse. Une Fordson Model N Row Crop est abandonnée dans la grange effondrée d'un oncle. Son neveu la tire dehors, la ramène chez lui et démonte presque toute la machine. Son grand-père avait acheté cette Fordson lorsqu'elle était neuve, vers 1938. La famille reçoit le tracteur d'un concessionnaire Fordson. Ce concessionnaire se trouve à Minneapolis. Dans le Minnesota, la pièce moulée à l'avant permet de fixer un cultivateur. La direction court le long d'un côté du tracteur. Cet agencement convient aux cultures en rang. Le conducteur doit maintenir l'outil très près de l'espace entre les lignes de plantes. La boîte de vitesse est particulière. Elle ne propose que des rapports destinés au travail au champ, sans rapport de route. La Fordson est conçue pour des déplacements courts, lents et précis. Avant même que la grange s'effondre, elle porte déjà une ancienne blessure remontant aux années de guerre. Un axe de piston s'est échappé et a endommagé un cylindre. À cette époque, les pièces de rechange étaient presque introuvables. La famille retire ce piston et remonte le groupe mécanique avec les cylindres encore utilisables. La Fordson ne sert alors qu'à tirer un râteau à foin et une petite remorque légère. Vers 1946, un groupe de remplacement venu d'Angleterre arrive enfin à la ferme. La restauration complète prend du temps. Toutes les pièces doivent être démontées avant de pouvoir être remontées. Le neveu fabrique lui-même un nouveau réservoir de carburant. Il conserve les éléments qui peuvent encore servir. Le manuel, la trousse à outils et les anciennes factures d'achat sont eux aussi conservées. Par la suite, la Fordson apparaît lors de rassemblements, tire une charrue et entraîne une batteuse. À la batteuse, son martèlement sec retentit encore. Le travail accompli prouve que cette Fordson reste utile. La Fordson ne doit transmettre sa force qu'à un seul outil. La Matador doit faire passer les plantes. Le grain et la paille à travers toute une même machine. Que se passe-t-il quand la classe Matador Gigant coupe les plantes? Que devient la récolte si elle ne traverse pas toute la machine? La barre de coupe descend devant le rang. Le rabatteur entraîne les tiges dans la moissonneuse batteuse. Depuis le centre de la machine, le batteur se met à frapper avec un bruit serré.
Les secoueurs s'animent à l'intérieur. La Matador n'accomplit son travail que lorsque le flux de matière va jusqu'au bout. En configuration céréale, la barre de coupe ouvre le passage aux plantes. Le rabatteur les conduit dans le corps de la machine. Le batteur sépare le grain des tiges. La paille continue sur les secoueurs. Les grains restés dans la paille doivent tomber avant que celle-ci ne sorte par l'arrière. Ensuite, la matière descend sur les grilles. Le courant d'air chasse les éléments légers vers l'extérieur. Le grain traverse les grilles. Il arrive dans le logement de l'élévateur. Puis il monte jusqu'à la trémie. Chaque étape ne peut transmettre son travail à la suivante que si son mouvement arrive au bon moment. C'est la pression propre à la Matador gigante. Une barre de coupe qui tourne confirme seulement que l'entrée reste ouverte. Un batteur qui frappe confirme seulement que le grain atteint son premier point de séparation. Les secoueurs et les grilles décident ensuite si ce grain quitte réellement la paille et les parties légères. Un distributeur hydraulique a déjà dû être retiré d'une classe Matador gigant pendant une restauration. Ce moment montre la limite du travail sur une vieille moissonneuse-batteuse. Remonter un ensemble de pièces ne signifie pas que toute la machine est prête. La véritable épreuve commence seulement au champ. Le conducteur ne peut pas s'arrêter après chaque mètre pour regarder les secoueurs. Les plantes continuent d'entrer dans la barre de coupe. La paille poursuit sa course vers l'arrière. La récolte doit continuer à être récupérée à la fin du flux. Un seul maillon qui ralentit peut interrompre le résultat. Les autres éléments peuvent encore vibrer et tourner. La récolte peut pourtant ne jamais arriver là où elle doit être. Le conducteur doit surveiller les plantes qui entrent, le battage, la paille qui ressort et la récolte qui est récupérée. Une Matador gigant a déjà récolté des chrysanthèmes avec succès. Cette récolte place la moissonneuse-batteuse dans une situation où les promesses ne suffisent plus. La barre de coupe doit traiter les plantes. Les mécanismes internes doivent accepter le flux de matière. Le travail doit aller jusqu'à son résultat final, avec la Matador. Toutes ces exigences se retrouvent dans un seul corps de machine. La Farmall Cub tient un rang de plantes. La lieuse McCormick doit fermer un nœud de ficelle. La John Deere 45 s'arrête sur une chaîne. La Matador doit maintenir plusieurs circuits mécaniques en action, au même moment, dans la même machine. La barre de coupe fait entrer les plantes. Le batteur libère le grain. Les secoueurs retiennent les grains encore mélangés à la paille. Les grilles écartent les éléments légers. L'élévateur envoie le grain nettoyé vers son lieu de stockage. C'est une chaîne où aucun maillon ne peut rester à l'écart. Le premier démarrage ne fait qu'ouvrir la porte. La fin se trouve dans la récolte qui a traversé toute la Matador. Toute la récolte doit passer par elle. La Farmall Cub n'a besoin que d'une chose. Le conducteur doit voir le rang de pommes de terre juste devant la machine. La classe Matador gigant doit faire passer les plantes, le grain et la paille par tout son mécanisme. L'une tient correctement un seul rang, l'autre doit faire passer toute une récolte par la barre de coupe, le batteur, les secoueurs et les grilles. Entre la Cube et la Matador, laquelle vous semble la plus difficile à restaurer pour le travail réel? Après le martèlement du batteur, les grains propres continuent de monter vers la trémie.